sur l'agenda, on va rapidement présenter NEOS, les activités de NEOS SDI. Ensuite, donc, on interviendra sur les besoins des collectivités en matière de BI, tels que NEOS les perçoit aujourd'hui par rapport à nos différents retours d'expérience. Un focus sur la BI personnelle de Microsoft, les différents scénarios de BI, la démarche qu'on vous propose dans ce cadre. Et puis, on a le plaisir et on remercie Éric Ledoux, qui représente la ville de Montpellier, qui en est intervenu et on intervient encore sur ces sujets, qui interviendra en fin de présentation. Donc, pour ce qui me concerne, je suis Emmanuel Jimenez, je suis Business Manager chez NEOS SDI. Alors la présentation, le webinaire ce matin est diffusé depuis Toulouse, où il fait beau, donc je ne sais pas si c'est le cas partout. En tout cas, du côté du sud-ouest, il fait plutôt très beau aujourd'hui. Et l'essentiel de la présentation sera animé par Anouar, qui est à côté de moi, un consultant senior sur ces aspects BI, décisionnels, qui connaît très bien la plateforme SharePoint et qui intervient donc actuellement auprès des différentes directions de la ville de Montpellier. Monsieur Éric Ledoux. Et Éric Ledoux, que j'ai déjà cité, donc qui interviendra en fin de présentation. Alors, les activités de NEOS. NEOS est un cabinet de conseil et d'expertise qui a centré toute son activité autour des solutions Microsoft. Plus précisément, autour de trois piliers. Le premier étant l'ensemble des solutions Microsoft, puisqu'aujourd'hui, NEOS intervient sur l'ensemble des solutions, donc 100% des solutions qui sont proposées par Microsoft, mais également des solutions issues de l'écosystème. Alors, ce qu'on appelle l'écosystème, en fait, ce sont des solutions qui viennent d'éditeurs tiers, qui sont pour la plupart généralement des partenaires Microsoft et qui proposent des solutions sous forme soit de solutions à part entière, soit d'add-on, qui viennent enrichir techniquement et fonctionnellement les solutions de base proposées par Microsoft. Voilà. Donc le rôle de NEOS dans ce cadre est d'identifier et de choisir entre guillemets des partenaires de l'écosystème qui nous semblent pouvoir apporter par leur solution une valeur ajoutée aux solutions Microsoft. Le cas échéant, de pouvoir les préconiser lorsque c'est pertinent par rapport à une problématique et accompagner les clients dans la mise en œuvre de ces solutions. L'innovation n'est pas un pôle d'activité à part entière, puisque l'innovation, on la retrouve dans l'ensemble des agences de Microsoft. Ce qu'on entend par innovation, c'est la capacité que l'on a, notamment au travers du partenariat Microsoft, d'être très en amont sur les solutions et de pouvoir de ce fait participer à des programmes Microsoft, ça s'appelle des programmes TAP, c'est des programmes d'adoption anticipée des solutions qui nous permettent avant même que les solutions sortent sur le marché, d'en avoir une connaissance suffisante pour être à même d'en parler et ensuite de les mettre en œuvre. On a, et ça constitue le troisième pilier de NEOS, un centre de service. C'est une activité qui est basée à Dijon et qui en fait est un centre de développement. C'est une plateforme, alors entre guillemets nearshore, qui permet de proposer du développement industrialisé au meilleur coût et également de proposer des services de tierce maintenance applicative, c'est-à-dire globalement
une fois que les solutions sont mises en œuvre et qu'on a passé les périodes de garantie, de quelle manière on peut intervenir en support, en maintenance corrective ou en maintenance évolutive sur les solutions développées. Donc le cœur du métier Neos, c'est bien évidemment, comme je l'ai déjà indiqué, l'expertise sur les solutions Microsoft. Ça se traduit concrètement par une exigence forte en interne pour que les consultants qui interviennent soient régulièrement formés et certifiés. Ça passe également par le fait qu'on est très attentif à la qualité des projets qui sont réalisés par Neos et en particulier par les témoignages que peuvent faire nos clients, ce qui amène à grandir sur le partenariat puisque en fait les certifications, les formations et les témoignages clients concourent à monter de niveau dans le partenariat Microsoft et donc acquérir des certifications Gold. Donc vous voyez sur le slide que Neos en a un certain nombre, ce qui d'ailleurs a permis à Neos l'année dernière d'être classé 7e partenaire dans le monde, premier en Europe. Alors il y a 2 ans on était 16e, là on est 7e. Bon, ça va être un peu compliqué d'aller beaucoup plus haut maintenant parce qu'il y a quand même, on n'est pas tout seul, mais c'est un marqueur. Évidemment ça fait pas tout, mais ça traduit la volonté qu'il y a de garder un positionnement très haut sur vis-à-vis de notre partenariat et de notre éditeur. Alors rapidement, et pour illustrer ce que je disais précédemment, aujourd'hui Neos couvre 100% de la plateforme Microsoft, sachant que dans la plateforme il y a essentiellement deux briques qui ressortent et qui constituent une bonne partie, et je dirais même l'essentiel de l'activité de Neos aujourd'hui, qui sont le développement applicatif et évidemment le développement applicatif autour de SharePoint qui draine une bonne partie des projets, et également la brique infrastructure dans laquelle on retrouve des technologies et des solutions que vous connaissez, que ce soit Active Directory, Exchange pour la messagerie, Lync ou d'autres sujets. Tout ce qui tourne autour de SharePoint étant un peu à la croisée des chemins, puisque vis-à-vis de SharePoint, on adresse à la fois des problématiques d'infrastructure, mais également les problématiques applicatives. Je passe rapidement sur le reste. Un mot sur la structure Neos. Donc Neos est une société qui a été fondée en 2001 par 2 personnes qui sont Stéphane Benour et Éric Ferrière, qui se connaissaient bien puisque c'était en fait deux copains d'école d'ingénieurs qui ont décidé en 2001 de créer une structure axé principalement sur le développement d'applications autour des technologies Microsoft, ce qui était un défi, puisque en 2001, le développement, la plateforme de développement Microsoft était très peu présente sur le marché. Et 90% du marché qui reposait sur d'autres technologies. Bon, depuis, ça a un petit peu changé. Donc la structure a évolué avec, donc comme je disais, la création assez rapidement de 2 pôles, un pôle collaboratif et un pôle infrastructure. La création du centre de service de Dijon en 2008 et également de nouvelles implantations, donc Lyon, la Suisse, Belgique, le Luxembourg. En 2012, 2 nouvelles agences. Donc une agence à Seattle, alors pour une raison assez évidente, c'est le rapprochement avec l'éditeur, et puis une agence à Toulouse. Et enfin, en 2013, l'acquisition d'une activité ERP à travers le rachat d'une structure qui s'appelle RBS, basée à Strasbourg. Alors, ce n'est pas toute la structure qui a été rachetée par Neos, c'est simplement l'activité Dynamics,
donc la division Dynamics de la société RBS. Les implantations en France, donc Paris, le siège, Dijon, le centre de service, une agence à Strasbourg, à Lyon et à Toulouse. Et enfin, pour terminer, quelques références NEOS, en premier lieu des références secteur public, puisqu'on a effectivement beaucoup d'activités sur des sujets très divers, pas uniquement la BI, auprès du secteur public, des collectivités et du secteur de la santé notamment. Et puis quelques références BI, donc là on retrouve davantage de sociétés privées pour lesquelles on intervient sur différents sujets, mais toujours avec au cœur du sujet la solution BI Microsoft. Voilà, je vais passer la parole à Anouar, puisqu'on va démarrer sur les besoins des collectivités, un focus sur le service atelier. Est-ce que tout le monde entend bien? Est-ce que tout le monde a sous les yeux la présentation? Bref, en 2 mots, est-ce que tout le monde suit le webinaire dans de bonnes conditions? Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Est-ce que vous m'entendez? Oui. D'accord. Bon, parfait. Donc là, on va essayer de démarrer tous les besoins des collectivités. Donc on va rappeler rapidement les besoins de collectivités en termes de BI. Donc on va faire un focus sur le service atelier, donc qui est un service, je pense, présent dans la plupart des mairies et dont le rôle c'est de faire un suivi des interventions. Donc il réalise en fait des interventions dans de nombreux corps métiers. Par exemple électricité, manutention, menuiserie, et en réalisant en fait des dépannages et des petites réparations. Donc le but c'est de faire un suivi de l'activité de ce service, la gestion opérationnelle du service, donc en simplifiant, voire en automatisant la production d'états quotidiens, hebdomadaires, mensuels, pour permettre de dégager des marges de manœuvre pour les managers. En fait, pour faire simple, donc il y a des techniciens qui vont intervenir sur site pour réaliser des interventions donc dans de nombreux corps de métier, comme je disais, donc manutention, électricité, etc. Donc le but c'est de permettre aux chefs d'équipe de pouvoir suivre en temps réel en fait le déroulement de ces interventions, donc à travers des tas quotidiens, de pouvoir faire le pilotage d'activité donc pour les managers, et enfin de réaliser des analyses rapides afin de vérifier que les actions mises en place ont porté leurs fruits. Donc voilà. Donc là, ça inclut donc du coup de la gestion opérationnelle et du pilotage d'activité, donc des états. Donc on a différents types de rapports à faire pour faire le suivi de ces services-là. Donc maintenant, pourquoi le self-service BI? Donc ce qu'il faut savoir, c'est que pour les projets BI d'entreprise ou corporate BI, c'est que les utilisateurs confirmés, donc il y a des business analysts, donc sachant que dans des projets BI, on a trois types d'utilisateurs. Il y a les utilisateurs confirmés, des business analysts. Il y a les utilisateurs finaux, qui sont des utilisateurs qui vont juste consommer le rapport sans vouloir forcément faire des manipulations. À part les filtres, ils ne vont pas vouloir faire d'autres manipulations. Et puis, il y a le département IT, dont le rôle est de suivre en fait l'infrastructure, de mettre en place les packages, de configurer les déploiements, etc. Donc là, du coup, le but du self-service BI, c'est de permettre à des utilisateurs assez avancés, donc dans notre cas, les business analysts ou les analystes métiers, de pouvoir mettre en forme facilement les rapports. Donc, comme je disais, dans les corporate BI, donc à part appliquer quelques filtres, mais un utilisateur confirmé, il ne peut pas, par exemple, ajouter une colonne. Donc, parfois, il faut juste ajouter une colonne pour voir d'autres types de rapports. Et donc, du coup, si on va rester sur le corporate BI, il faut faire une demande spécifique au département IT pour modifier le package SCCS. Donc, en gros, il faut reprendre toute la chaîne décisionnelle parfois
pour modifier juste un rapport à la fin. Donc là, le but en premier temps, du coup, c'est de pouvoir mettre en forme facilement les rapports. Donc de donner plus d'autonomie aux utilisateurs avancés, donc pour pouvoir faire leur propre rapport et de mettre en forme leur propre rapport. Donc de croiser facilement des données provenant de différentes sources de données. Donc là, ça pourrait être des données provenant d'une source SQL, qu'on les croise avec des données XS, des données provenant d'autres sources Excel, etc. Et de permettre aux utilisateurs de créer simplement des liaisons de données, des mesures, des hiérarchies, des KPI. Donc on leur donne la possibilité, les moyens de créer leur propre rapport, sachant que Excel, donc il y a des utilisateurs qui sont assez confirmés avec l'utilisation de Excel, donc ils font déjà pas mal de choses avec Excel. Donc le but, c'est de leur donner plus de moyens et d'outils toujours sur Excel pour faire d'autres choses intéressantes. Voilà. Et puis l'impact de l'effet tunnel sur les projets Corporate BI. Oui, donc ça, c'est un point très important dans le Self-Service BI. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que sur les projets Corporate BI, on a cet effet tunnel qui ont en quelque sorte l'absence de visibilité sur le déroulement des projets BI. Donc là, on se trouve entre la phase de rédaction de spécification et la phase de déploiement. Il y a un certain temps qui est assez conséquent. Et du coup, il y a un risque de dérive ou de malentendu et qui peuvent en fait même, mettre en cause tout le projet parfois. Donc, sachant que pour rédiger des spécifications BI ou un cahier de charge, c'est très difficile de pouvoir tout mettre dans un document de spécification. Donc, avec le Self-Service BI, on est plutôt dans une approche agile qui consiste en fait à mettre juste le minimum dans un cahier de charge et tout pouvoir travailler en collaboration avec le client pour faire les rapports à la fin. Donc du coup, pour nous, on a travaillé avec la mairie de Montpellier en collaboration. Donc moi, j'ai réalisé le modèle de données. La mairie a réalisé les rapports et on travaille sous forme de journées de travail, en gros. Donc on fait des journées de travail pour réaliser les différents rapports. Donc on commence par un modèle de données assez simple et puis on commence à l'évoluer suivant les demandes, suivant les besoins en termes de mesures, en termes de rapports, en gros. Donc ça, c'est un point très important. Donc pour résumer, il y a l'autonomie, il y a deux points intéressants. Il y a donner l'autonomie aux utilisateurs, d'une part, et d'autre part, en fait, voilà, c'est de pouvoir en fait, voilà, donner plus de visibilité au client sur ces projets-là. Donc, il peut intervenir sur le projet d'une façon continue. Donc, en gros, voilà, c'est ça. Donc là, du coup, il y a un point très important, c'est de faire en gros l'équilibre entre ce que veut le métier et ce que recommande l'IT, donc en termes d'agilité et de contrôle. Donc, c'est d'une part, bah oui, on va vous donner la possibilité d'accéder facilement aux données, de pouvoir croiser des données et les analyser facilement, de pouvoir les partager et les collaborer. Mais d'autre part, voilà, mais attention, donc en termes de supervision, et en termes de sécurité, en termes de provisioning, donc tout ça, ça doit être aussi contrôlé de la part de l'IT, en gros. Donc il y a toujours cette balance à bien gérer. Donc Microsoft, donc derrière l'idée de Microsoft, c'est toujours d'accélérer l'appropriation des données par les utilisateurs métiers et de donner voilà, leur propre moyen de trouver, de croiser des données assez rapidement. Donc voilà. Donc après, donc là le but, donc tous les outils donc de la BI personnelle, bon, se présentent comme des add-ins sur Excel. Donc on retrouve Power Query, Power Pivot, Power View, Power Map. Donc il y a certains add-ins qui peuvent être qui ont leur correspondant dans SharePoint, il y a d'autres qui ne l'ont pas encore. Donc comme Power Query par exemple, c'est juste un add-in sur Excel, mais on n'a pas son correspondant dans SharePoint. Donc du coup, par contre, Power Pivot, ben, on peut par exemple déployer des tableaux Excel Power Pivot dans SharePoint. Power View pareil, et Power Map c'est sur Excel, mais après le résultat on peut le mettre dans SharePoint.
Donc, Power Query, donc le premier add-in, bah, il permet de faire de l'ETL, en gros. Donc, il permet de récupérer les données, les charger et d'effectuer une transformation des données. Derrière, le modèle qu'on récupère depuis, donc les tables qu'on récupère depuis Power Query, bah, le but, c'est de les mettre dans le modèle de données Power Pivot. Donc, Power Pivot, ça constitue du coup une couche sémantique dont le rôle est de faire des liaisons entre les données. Après, une fois que le modèle de données est prêt, ben, on peut faire du Power View. Donc derrière, donc on peut créer des rapports Power View qui se basent sur ce modèle de données Power Pivot. Et enfin, pour certaines données, ben, ça sera aussi intéressant de faire des rapports Power Map, donc GeoFlow, donc, pour faire le suivi spatio-temporel des données en fait. Donc maintenant, je vais essayer de présenter add-in par add-in. En fait, donc on va commencer par Power Query. Donc Power Query, c'est un vrai ETL en mode self-service, donc en mode self-services, qui se télécharge gratuitement et qui permet de façonner vos propres jeux de données, de les exploiter après dans Power Pivot, Power Map, Power View et dans Excel. Donc, avec Power Query, on peut récupérer des données depuis un large éventail de sources de données. Donc, on a des fichiers Excel ou texte, donc des bases de données relationnelles, des données non structurées, par exemple des listes SharePoint, de l'Active Directory, de la Hadoop, etc. Donc là, une fois qu'on exporte les données, ben, le but c'est de pouvoir faire des transformations. Donc là, on va utiliser le langage M. Donc il y a certaines transformations qui sont déjà prêtes, donc à travers le menu contextuel. Mais après, on peut utiliser le langage M pour faire des étapes. En fait, ça s'appelle des étapes dans Power Query, des étapes de transformation. Donc là, par exemple, là, j'ai mis dans l'imprime écran donc quelques fonctions. Donc on peut supprimer des colonnes, mettre première colonne comme leader, on peut splitter des colonnes, donc du coup on fait un délimiteur, on split des colonnes, on peut supprimer les doublons. Bon, on peut faire du pivot, de l'impivot, par exemple, voilà, mettre une sortie d'une colonne sur plusieurs colonnes. Donc là, ce qu'il faut savoir, ça reste toujours un ETL, voilà, assez light par rapport à SSIS, mais par contre, on peut faire pas mal de choses. Donc pour un utilisateur, comme je disais, confirmé, il peut faire beaucoup de choses. Donc même en utilisant le langage M, il peut étendre l'intégration des données avec d'autres fonctions. Donc voilà. Donc après, il peut combiner des sources de données. Donc on peut faire une sorte de merge entre différentes sources de données en utilisant par exemple une colonne spécifique. Donc le matching des données. Donc on parle du matching des données. Et voilà, par exemple, là, dans cette image, on voit un exemple de jointure entre une source OData et un fichier texte. Donc voilà, donc ça, c'est pour tout ce qui est Power Query. Donc on voit que son rôle, c'est de pouvoir charger et transformer les données, de faire quelques transformations. Une fois que les données sont chargées, ben, le but, c'est de les intégrer, donc du coup, dans le modèle de données Power Pivot. Donc c'est en quelque sorte notre couche sémantique. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Power Pivot, il a aussi son propre outil de chargement des données. Donc, à partir de Power Pivot, donc sans passer par Power Query, donc on peut importer nos propres sources de données. Donc, on peut utiliser des sources de données traditionnelles, non traditionnelles. Donc, après, une fois qu'on les importe, donc on peut créer des relations, on peut créer des champs calculés, des agrégations. Donc, Power Pivot, en fait, est basé sur une version client d'Analysis Services, en fait, le modèle de données qui s'appelle XVelocity. Donc, c'est un moteur en mémoire, du coup, qui prend de la RAM et qui permet de faire des opérations très puissantes, donc très performantes en calcul. Donc, il peut faire des jointures, on peut faire des. Donc, déjà, il fait de la compression assez importante. Bon, par exemple, on a un modèle de données qui fait, par exemple, dans une table SQL, par exemple, je ne sais pas, 10 mégas, bah, lorsqu'on va l'importer avec Power Pivot, bah, il va faire 1 méga ou 2 mégas. Donc, on est dans des chargements de données, donc compression de données assez importante. Donc là, voilà, donc là, c'est l'add-in, donc en quelque sorte, donc l'image, on voit bien l'add-in Power Pivot avec
et les boutons qu'on peut voir. Donc, il y a le Manage qui permet de gérer le modèle de données. Il y a les deux boutons Calculated Field et KPI qui permettent de créer soit des champs calculés, soit des KPI. Et puis voilà, comment on peut ajouter rapidement au modèle de données des tables existantes. Et puis on peut détecter des relations et on peut gérer la configuration, les settings de Power Pivot. Donc le modèle de données Power Pivot, donc, il permet de faire beaucoup de choses. D'une part, d'importer des millions de lignes de données multisources dans un classeur Excel unique, de créer des données liées, de créer des relations entre les données de sources différentes, de créer des mesures et des colonnes calculées à l'aide des formules DAX. En fait, en quelque sorte, c'est le langage Power Pivot. Donc là, avec le langage Power Query, c'était le langage M. Donc maintenant, avec Power Pivot, c'est le langage DAX. Donc là, créer des hiérarchies, créer des tableaux croisés dynamiques et des graphiques croisés dynamiques qui se basent sur le modèle des données Power Pivot, ajouter des segments. Bon, les segments, c'est en quelque sorte des contrôles de filtrage qui permettent de réduire la partie d'un jeu de données affichées dans des tableaux croisés dynamiques. Donc, analyser les données afin de pouvoir prendre des décisions opportunes sans nécessité d'assistance informatique. Donc, en gros, c'est un module qui est sur Excel qui permet de faire des manipulations avancées sur les données. Donc, voilà. Donc après, que ce soit Power Query, Power Pivot, on est toujours dans des modèles donc assez light par rapport lorsqu'on parle par exemple d'un modèle d'un Cubolab ou voilà. Donc ça reste toujours un modèle tabulaire. On peut faire pas mal de choses, mais il y a aussi certaines limitations. Donc voilà, par exemple pour la mairie de Montpellier, voilà, on a pu faire un modèle de données assez riche. Donc on trouve par exemple les tables, les dimensions. Bon, c'est pas des dimensions, mais c'est plutôt les tables spatiales, donc le canton, le secteur, le quartier, les sites. On trouve les tables temporelles, les dates début, la date fin d'intervention, la date limite d'une intervention. Donc au milieu, on trouve l'intervention. Donc ça rappelle, pour les gens qui connaissent les Cubolab, donc un schéma en Snowflow dans un Cubolab. Après, on peut ajouter les détails des réalisations. On a les agents qui réalisent les interventions, les corps d'état dont j'ai parlé au début de la présentation. Et puis voilà, les interventions. On peut après ajouter des tables juste par concaténation, donc avec des tables en fait de merge entre deux tables différentes, par exemple. Donc après, on peut ajouter voilà les interventions par agent qui vont faciliter la création des rapports. On peut créer par exemple des mesures, nombre de jours. Voilà, on a créé nombre d'interventions, des mesures calculées. On peut créer des colonnes calculées. Donc voilà, donc c'est un modèle. Donc voilà, il y a différents types d'affichage. Donc là, on est dans l'affichage view, mais après, on peut faire un affichage de données, un affichage, donc on n'affiche rien. Et puis là, on trouve en haut, du coup, la partie qui permet, comme je disais, de connecter à des sources de données. Donc, comme je disais, à partir de Power Pivot, on peut aussi faire de l'import de données. Et puis, directement depuis le modèle de données, on va lui dire qu'on veut créer des tableaux croisés dynamiques. Donc, il faut juste cliquer sur le bouton Pivot Table et là, on va trouver un ensemble de tableaux qu'on peut réaliser. Donc, Power Pivot Reporting. Donc là, le reporting Power Pivot, c'est tout simplement un reporting sur Excel qui se passe sur le modèle de données déjà créé. Donc, on retrouve avec la liste des champs donc à droite, donc la liste des champs de notre modèle de données. Donc, avec 4 zones drop zones. Donc, en fait, il y a les filtres, les colonnes, les lignes et les mesures donc les mesures qu'on va utiliser, donc les interventions, etc. Donc, par un simple drag and drop, on peut faire tous les types de rapports qu'on veut. Donc après, on peut définir des slicers, donc c'est en quelque sorte des filtres de rapport, des timelines. Donc pour les slicers, timeline c'est un peu spécifique parce que c'est des filtres temporels pour avoir plus d'interactivité. Donc voilà, par exemple, un exemple de rapport. Donc, avec des simples clics, on peut créer des rapports très intuitifs, interactifs. Donc là, on retrouve avec les secteurs, les quartiers, les cantons, donc les types de sites. Les délais, le filtre temporel, les mois, par exemple l'année, les mois. Après, on peut mettre dans le même filtre donc l'année et les mois. Et puis le tableau croisé dynamique qu'on veut réaliser, donc les barres des interventions urgentes, par exemple, dans notre cas.
Donc les interventions réalisées, les interventions urgentes réalisées et la part des interventions urgentes réalisées. Donc par un simple drag and drop, voilà, on peut faire pas mal de choses intéressantes. Donc voilà. Donc le reporting Power View. Donc Power View, en fait, c'est un autre add-in sur Excel qui permet aussi de faire du reporting. Donc c'est une solution très riche aussi de création de tableaux de bord disponible dans Excel 2013. Par contre, Power View, il se base que sur un modèle tabulaire. Donc on ne peut pas faire du Power View, par exemple, directement sur un cube multidimensionnel. Non. Donc il faut que ça soit un modèle tabulaire. Donc on a une expérience très riche, donc visuelle, et un design très élégant, donc on va voir après. On a une interactivité aussi, comme dans les tableaux croisés dynamiques avec les utilisateurs, donc ils peuvent créer, donc on voit dans cet écran un exemple de rapport, donc on peut créer voilà, les mêmes filtres donc, temporels, on peut mettre des filtres spatials, et puis voilà, on a créé des graphes croisés dynamiques assez intéressants. Donc voilà, c'est l'activité parcours d'état. On peut aussi intégrer les maps. Et il y a en fait quelques graphiques qui ne sont pas présents dans le tableau croisé dynamique. Par exemple, dans ce cas-là, je pense le map, donc, qui permet de faire du suivi, par exemple, spatial des interventions. Ou, par exemple, dans notre cas, c'est l'analyse des données de la mutuelle. Donc, c'est un autre cas d'exemple. Donc, ce qu'il faut savoir pour avoir un reporting user-friendly, il faut utiliser les noms friendly. Donc, il faut que dans le modèle de données Power Pivot, il faut bien ajouter des noms friendly, des descriptions et des formats pour les colonnes et les champs calculés. Et on peut mettre en œuvre les images. Donc, on peut, par exemple, à la place, par exemple, de manutention, on affiche une image à la place d'un label. Donc, on peut faire facilement ce type de manipulation avec Power View. Dans Power Pivot, mais qu'on l'exploite avec Power View. Le ruban avancé permet de customiser automatiquement le comportement des champs calculés. Donc, il n'est pas systématiquement nécessaire de définir des champs calculés explicites. Et voilà, donc directement dans Power View, on peut créer aussi des champs calculés qui vont permettre de créer des rapports directement dans Power View. Donc, Power Map, c'est un autre outil de reporting. Qui se présente donc sous forme d'un add-in sur Excel, toujours, qui permet de faire une exploration donc 3D, spatio-temporelle aussi, des données. Donc là, du coup, pour le moment, c'est du spatial, mais on peut aussi faire du temporel. Donc, ça se base aussi sur un modèle tabulaire Power Pivot. Et en fait, à la fin, donc le résultat final, on peut l'exporter sous forme de vidéo MP4 ou des images statiques. Donc les prérequis, par contre, il faut un poste assez puissant, donc une carte graphique DirectX par exemple. Il faut une connexion Internet avec un bon débit, parce que là, on va récupérer des données de Big Maps. Voilà, donc on peut, sur PowerMap, le point important, c'est qu'il faut avoir les bonnes données, parce que ça se base derrière sur les données spatiales temporelles. Donc, il y a la latitude, la longitude. S'il y a des adresses, il faut qu'ils soient bien renseignés. Donc là, pour faire du Power Map, on n'a pas eu l'occasion de le faire pour la mairie, à cause des données, parce qu'on n'avait pas les données qu'il faut. Mais on peut faire, si on a les bonnes données, on peut faire aussi pas mal de choses avec Power Map, intéressantes avec Power Map. Donc maintenant, je vais essayer de parler de l'idée derrière tout ça, en fait. Donc, on a parlé de Power Query, Power Pivot, Power View, Power Map, mais comment on va utiliser tout ça? Donc, l'idée derrière tout ça, en fait, c'est on a 3 différentes démarches de travail, donc avec tous ces outils. Donc, soit on va faire de l'ABI personnel. Donc, l'ABI personnel, ça veut dire c'est du BI restreinte à un utilisateur. Donc, ce que va faire un utilisateur, il va créer un modèle de données sous Power Pivot avec Excel de 2013. Il va analyser ces données en utilisant Power Pivot et Power View, comme je vous l'ai montré. Et puis, il va réfléchir, vu qu'il a créé ses propres connexions de données, donc il va pouvoir les rafraîchir à la demande. Il va pouvoir enrichir le modèle de données au fur et à mesure et sauvegarder le modèle de données en local. Donc là, on est plutôt dans une approche assez personnelle. Donc, chaque utilisateur, il fait ses propres rapports, il rafraîchit ses propres rapports
Après, il peut transférer le rapport à une autre personne, mais on n'a pas de collaboration. Donc, c'est le point inconvénient de la BI personnelle lorsqu'on travaille en mode local. Donc, maintenant, arrive la deuxième démarche. Donc, c'est la BI d'équipe. La BI d'équipe, on est dans une approche un peu plus complète. Donc, on travaille. Donc, un utilisateur, il va créer le modèle de données dans Excel 2013. Il va publier ce modèle, donc du coup, dans SharePoint 2013 et créer les connexions. Il va du coup, on va analyser le modèle de données en utilisant Excel Services, Power View, Report Builder, Performance Point dans SharePoint. Et pour des utilisateurs qui ont les droits, ils peuvent télécharger les rapports, les enrichir et puis les télécharger à nouveau vers les serveurs. Donc là, on est dans une approche de collaboration. Donc un ensemble d'utilisateurs, ils peuvent travailler sur le même fichier Excel avec le système de versionning. Le rafraîchissement de données se fait côté SharePoint. Ce qu'il faut savoir, là j'ai essayé de simplifier, mais après en termes de configuration, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que lorsqu'on va dire on va publier le rapport dans SharePoint, bon, quelque part SharePoint il va pouvoir stocker le modèle tabulaire, donc il faut une instance SQL Server Analysis Services en mode tabulaire, donc Power Pivot. Donc lorsqu'on installe SQL Server 2012, maintenant il y a un nouveau type d'instance qui s'appelle Power Pivot, qui va permettre du coup de faire ce type, qui va permettre à SharePoint de gérer les modèles tabulaires d'Excel, donc de Power Pivot. Donc il y a quelque part, lorsqu'on va dire connexion, donc il faut configurer Secure Store Service dans SharePoint. Donc voilà. Donc lorsqu'on travaille sur un mode collaboration, après il y a plus de travail de config derrière. Donc là, du coup, pour la mairie de Montpellier, on a opté pour ce scénario-là. Donc on travaille sur une BI d'équipe. Et ce qui est bien sur la BI d'équipe, c'est que le rafraîchissement des données est effectué et géré par SharePoint. Et tous ces aspects de rafraîchissement, ils sont configurés dans SharePoint. Donc les utilisateurs, ils peuvent récupérer les rapports, faire les rapports qu'ils veulent, et puis les télécharger à nouveau vers le serveur. Et puis pour certains types d'utilisateurs, on va dire qu'on peut paramétrer les rapports qu'en lecture seule. Donc on peut utiliser les paramètres de sécurité dans SharePoint. Donc ça, c'est la BI d'équipe. Donc après, dans un scénario un peu plus complexe, donc on est dans une BI d'entreprise, donc on peut utiliser aussi, donc en fait, une fois qu'on crée le modèle de données sur Excel 2013, on va le déployer sur un modèle tabulaire SQL Server Analysis Services. Donc derrière, une fois par exemple un utilisateur, il va dire, bon, j'ai besoin de ce modèle de données. Donc il a créé son propre modèle de données. Il s'est connecté, par exemple, vers des bases Access en réseau, vers des fichiers Excel, etc. Donc, il dit, voilà, maintenant, j'ai besoin de ce modèle tabulaire. Donc, ce qu'il va faire, il va l'envoyer tout simplement au département IT. L'IT, il va copier, en fait, il va exporter ce modèle tabulaire sous un modèle tabulaire SQL Server Analysis Services. Donc, il crée un nouveau, pas un cube, mais un nouveau modèle tabulaire dans SSAS. Après, en fait, les utilisateurs, donc en contrepartie, donc après, une fois qu'il le déploie, le département IT, il va envoyer la chaîne de connexion aux utilisateurs. Les utilisateurs, bon, ils vont créer les rapports. Donc, à la place de créer le modèle de données, ils vont juste créer les rapports. Donc, par exemple, ils vont ouvrir une nouvelle feuille Excel Power View, et puis ils vont se connecter à ce modèle tabulaire en utilisant la chaîne de connexion. Donc ils vont pouvoir analyser le modèle en utilisant Excel Services Power View, Excel Pivot Table Power View. Le modèle est enregistré sur le serveur par l'IT. Donc du coup, le modèle c'est plutôt géré par l'IT. Donc soit en fait il le gère directement l'IT, soit on peut refaire la même chose. Donc ça veut dire qu'un utilisateur il va dire bon finalement j'ai besoin d'une autre source de données, il envoie à nouveau le modèle de données enrichi à l'IT et l'IT le déploie à nouveau. Et puis après bon ils vont collaborer de la même manière. Le rafraîchissement des données est plus fin, à moins d'un jour. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la BI d'équipe, le rafraîchissement des données, c'est minimum un jour. Là, on peut faire des rafraîchissements, vu que c'est géré côté serveur, on peut faire un rafraîchissement de données plus fin. Et donc, le support et la maintenance, elle est gérée par le département IT. Donc, sur les différents types de rapports, on peut tout à fait créer des rapports
Report Builder, par exemple, ou Performance Point, en se basant sur le modèle tabulaire SSI, le modèle tabulaire de Power Pivot. Hein. Donc, on peut soit créer des rapports Excel, tableau croisé dynamique, Power View, mais on peut aussi utiliser les outils de publication, de reporting de Microsoft comme Report Builder ou Performance Point. Donc le résumé, donc on se retrouve avec les 3 différentes briques, donc la BI personnelle, la BI d'équipe et la BI d'entreprise. La BI personnelle, créer un modèle de données Power Pivot dans Excel, analyser ces données dans Excel à l'aide de tableau croisé dynamique Excel, donc on reste toujours sur Excel. La BI d'équipe, on crée le modèle de données Power Pivot sur Excel et on le publie dans SharePoint. Donc là, on peut faire de la collaboration. Et la BI d'entreprise, là, il y a plutôt une intervention de l'IT pour transposer le modèle de données créé sur Excel sur un serveur SSAS. Donc voilà pour faire simple. Voilà, maintenant je laisse la parole à Monsieur Ledoux, avec qui on a travaillé tout au long de ce projet, qui va vous donner un témoignage sur ce projet. Allô? Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Parce que j'ai trouvé un micro in extremis, donc pas trop pu le tester. Oui, bonjour. La présentation technique là, de ce projet a été tout à fait clairement faite. Préciser un petit peu les éléments qui ont été évoqués par Anouar au début. Nous, notre intérêt et notre choix d'utiliser cet outil-là dans le cadre du développement d'un de nos domaines pour le décisionnel à Montpellier, il s'est basé dans le cadre de cette intervention avec les ateliers, c'est dans le cadre d'un travail plus général d'audit de fonctionnement du service et d'identification des évolutions ou d'amélioration un plan d'action qui avait été défini avec un prestataire externe. Et donc, parmi ces points d'action, il y avait effectivement la mise en place d'éléments d'information de type décisionnel. Il se trouve que la source d'information essentielle de ce service était une application métier assez ancienne, très robuste, qui fait très bien le job, mais tout à fait ancienne et qui ne disposait d'aucune fonction vraiment intéressante de reporting ou de tableau de bord. Et donc on a voulu choisir un cycle de développement qui soit le plus sobre possible par rapport à d'autres domaines précédemment développés, plus ambitieux, sur des outils métiers beaucoup plus larges, je pense aux finances ou à la RH. Ce qui nous intéressait ici dans le cadre d'Excel Services et de Power Pivot, c'était effectivement l'idée en particulier de ramasser autant que possible la phase initiale, on va dire très schématiquement, de constitution d'un ETL. Donc Anouar a bien signalé dans quelle mesure on peut faire on a pu faire dans ce cas-là l'économie de cette phase-là, en travaillant finalement sur le modèle que vous avez entreaperçu, qui est très proche du modèle de l'application métier. Et à partir de là, on a pu se concentrer sur tout ce qui a été la mise en œuvre après des tableaux Excel et d'utilisation de Power Pivot dans Excel Services. Par rapport aux différentes couches qu'il a évoquées, nous n'avons travaillé que, pour ce qui est de ce projet atelier, nous n'avons travaillé que sur Power Pivot. Nous n'avons pas eu besoin de Power Query. Anouar n'a pas utilisé Power Query. Et donc, comme je le disais, la partie ETL a été extrêmement limitée. En aval de ça, on a effectivement bien pu profiter de la polyvalence d'Excel et de la facilité avec laquelle on peut ensuite, grâce à ces nouveaux outils, les publier sur SharePoint et avoir une bonne maîtrise effectivement de leur mise à jour et de leur présentation. Donc on est clairement dans un schéma de BI d'équipe, ça a été dit, et on est tout à fait satisfait de la maîtrise qu'on a pu avoir sur le temps du projet, où les délais ont été dans l'ensemble assez bien tenus et où on n'a pas été confronté à de mauvaises surprises, je le dirais techniques. Donc ça c'est pour le côté tout à fait positif de mise en œuvre, je dirais plus rapide, qui évite peut-être un certain nombre des lourdeurs dans lesquelles on peut tomber quand on est sur un projet décisionnel classique.
On apprécie aussi, je l'ai dit, la partie Excel parce qu'on bénéficie. Alors, Power View, pour ce que j'en ai vu, potentiellement est encore un petit peu n'est pas tout à fait au niveau de finesse que le moteur graphique d'Excel permet, et ça c'est un des autres avantages de ce cadre-là, c'est que au niveau des tableaux et de tout ce qu'on constitue, on bénéficie quand même de toute l'expérience et de toute la puissance du moteur graphique de Excel, des outils Office. Voilà pour le cadre général de ce projet. Si je peux peut-être faire quelques commentaires sur cette solution-là par rapport je dirais aux autres outils classiques de la BI de Microsoft et plus généralement des autres outils décisionnels, je pense qu'il faut... On n'a pas pu tester, mais c'est une piste qu'on a aussi en vue, c'est ce qui a été évoqué sur le fait de passer à la BI industrielle, la BI, le troisième niveau qu'a évoqué Anouar. L'idée de pouvoir passer effectivement d'un modèle Power Pivot à un modèle Analysis Services de façon assez simple est très intéressant parce que l'idée d'économiser toute une phase de redéveloppement ou de développement tout court, de ce point de vue-là est intéressante. Je pense par contre qu'il faut se méfier des modalités dans lesquelles on met en place ce modèle de données, c'est-à-dire que là, dans le cas présent, Anouar a quand même dû effectivement s'approprier toute la diversité de la base de données telle qu'elle était, mais je pense que la phase ETL, dans un certain nombre de cas, peut être quand même assez importante, et il faut faire attention de ne pas trop vite la mettre de côté en se disant bon, on veut une solution rapide, on veut une solution simple, et risquer après, dans le cadre éventuellement de mettre de la mise en perspective d'un modèle en l'enrichissant ou en le croisant avec une autre application métier, par exemple. Ça c'est le genre de choses qui sont intéressantes en décisionnel quand on peut le faire. Ça nécessite à ce moment-là d'avoir en termes de projet quand même des phases de modélisation et de spécification qui doivent être bien faites. Et donc l'outil est piégeux de ce point de vue-là, au sens où si il n'est pas manié par des gens qui ont une bonne méthode, ça paraît assez évident, mais c'est d'autant plus risqué de passer à côté de certains nombres de règles métiers, que l'outil est extrêmement très bien intégré et très bien relié avec les outils décisionnels qui vont être mis à disposition des power users ou des gens assez pointus en Excel ou en Office. Voilà, faire attirer l'attention sur le fait que c'est un choix, il faut le voir comme un outil parmi d'autres, et au moment où on évalue la solution à retenir pour traiter un domaine, alors là en l'occurrence on est dans l'exercice, le cas des ateliers de la mairie de Montpellier par rapport à ces bâtiments, il faut évaluer quelle est la complexité de l'application métier qu'on doit intégrer, dans ce cas présent, et le cas échéant le devenir ou le phasage des étapes ultérieures. Parfois il faut peut-être aussi savoir se dire que on retombe dans une modélisation et dans un projet BI plus classique avec des phases de spécification et la mobilisation d'outils ETL qui ont la vertu après d'être peut-être plus robuste et plus conforme aux pratiques des équipes informatiques. Il faut aussi s'adapter au personnel et aux personnes qui vont manier ces outils-là et voir quel est en termes de gouvernance, c'est le terme qui a été pris, quelles sont les pratiques les plus répandues dans l'environnement où on se trouve. Voilà, c'était petite indication qu'on pouvait donner. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou d'autres remarques par rapport à ça. Une dernière remarque à laquelle j'avais pensé aussi, c'est que en termes d'outils de restitution, alors ça c'est une problématique à mon avis assez générale à la BI de Microsoft, mais on le retrouve plus particulièrement dans le cadre de la BI Power Pivot. On est sur un outil Excel, on est sur les tableaux croisés, et c'est à la fois très puissant, mais en même temps contraignant. C'est-à-dire qu'il y a certaines autres formes de reporting qui peuvent être intéressantes. Les services vont parfois vouloir des reporting tabulaires très basiques, et paradoxalement, l'outil Power Pivot et Excel Services ne sont pas forcément les outils les plus adaptés. Donc là aussi, il faut bien évaluer à la fois les enjeux de spécification et de modélisation au niveau ETL, mais bien avoir aussi en vue que, en termes de restitution, avoir déjà de la visibilité sur le genre
niveau de synthèse en particulier qui sera nécessaire. Là, dans le cas de petites applications, comme l'application métier atelier qui n'est pas de très grande taille, les choses sont tout à fait maîtrisables. Dès qu'on commence à avoir beaucoup de volumétrie, Microsoft, et ça a été évoqué, annonce des grandes tailles de données maîtrisables par les technologies in-memory. Personnellement, je pense que ça mérite d'être aussi un peu testé pour pas avoir de mauvaises surprises lorsque on veut commencer à constituer des tableaux un peu basiques, mais assez gourmands en nombre de colonnes. Voilà pour les grands éléments. Un dernier point aussi que je veux souligner, toujours par comparaison de cette solution par rapport aux autres. Dans le cas présent, on n'a pas eu de problème, donc encore une fois, la solution retenue est tout à fait satisfaisante et on a aujourd'hui un avis très positif sur ce chantier. C'est la question par contre de la confidentialité. C'est-à-dire que Analysis Services est par exemple un outil très performant du point de vue de la maîtrise de la confidentialité. Les bases de données, bien sûr, offrent ça également. Dans le cadre de cet outil-là, il n'y a pas de notion de confidentialité au niveau des données et ça peut s'avérer contraignant lorsqu'on se retrouve à devoir partager de la BI et qu'on veut essayer de limiter un petit peu les accès en fonction des utilisateurs. De ce point de vue-là, là-dessus, il y a des distinctions à opérer dans le cadre de ces choix de solutions. Voilà pour les points que je voulais souligner. Si vous avez des questions, je suis à l'écoute.